Au printemps 1829, un fermier métayer travaillant les champs près de la frontière du Delaware et du Maryland fit une découverte qui allait de mettre au jour l'une des entreprises criminelles les plus glaçantes d'Amérique. Sa jument de labour s'enfonça soudain dans la terre, révélant un coffre en bois enterré sous le sol. À l'intérieur gisaient les restes de squelettiques d'un homme, ses os jaunis par le temps, et son crâne présentant des signes évidents de violence. Ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, les autorités mirent au jour les corps d'au moins 7 personnes sur cette propriété, dont 3 enfants, toutes victimes d'une femme dont le nom était déjà devenu une terreur murmurée sur la péninsule d'El-Marva, Martha Patty Cannon. Pendant près de 2 décennies, Cannon avait dirigé ce que les historiens appellent aujourd'hui le Rivers Underground Railroad, un réseau qui kidnappait des Afro-Américains libres et des esclaves en fuite pour les revendre dans l'esclavage profond du Sud. Mais il ne s'agissait pas seulement de trafic d'êtres humains. Cannon était aussi une tueuse en série qui éliminait les trafiquants rivaux, les témoins et même les enfants quand ils représentaient une menace pour ses opérations. Les archives judiciaires du comté de Sussex, dans le Delaware, montrent qu'elle fut inculpée pour 4 meurtres, bien que des témoins affirment que le nombre réel dépassait les 20. Avant de poursuivre l'histoire de Patty Cannon et de son règne de terreur le long de la ligne Mason-Dixon, je veux savoir, d'où écoutez-vous cette histoire? L'étendue du réseau criminel de Cannon allait bien au-delà de son fief du Delaware, touchant des communautés de Philadelphie jusqu'au delta du Mississippi. Laissez un commentaire pour indiquer votre état ou votre ville. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ces chapitres sombres de l'histoire américaine méritent d'être rappelés. La découverte de ces restes enterrés allait finalement démêler une conspiration criminelle qui avait fonctionné en toute impunité pendant plus d'une décennie, protégée par la confusion juridictionnelle, les préjugés raciaux et le simple fait que la plupart de ces victimes étaient des personnes dont la disparition passait largement inaperçue dans la société blanche. La zone où Patty Cannon bâtit son empire de terreur se prêtait particulièrement bien aux activités criminelles. Au début des années 1800, la région aujourd'hui connue sous le nom de Reliance se trouvait à l'intersection de 3 juridictions, le comté de Sussex, dans le Delaware, et les comtés de Caroline et Dorchester dans le Maryland. Cette situation stratégique permettait aux criminels de littéralement traverser les limites de comté et d'État pour échapper aux poursuivants. L'endroit était si isolé que les habitants l'appelaient Johnson's Crossroads, du nom de la taverne qui devint le quartier général de l'anneau d'enlèvement, le plus tristement célèbre de l'histoire américaine. Le paysage lui-même paraissait conçu pour la dissimulation. Denses de forêts de pins et de chênes s'étendaient sur des kilomètres, entrecoupées de terres marécageuses et de petites clairières ou des fermes isolées parsemées dans la campagne. La rivière Nantucket serpentait dans la région, offrant des voies d'eau permettant de transporter les captifs silencieusement à couvert de l'obscurité. Les chemins n'étaient guère plus que des sentiers de charrettes, et les villes importantes les plus proches se trouvaient à plusieurs jours de cheval. Pour quelqu'un cherchant à opérer hors la loi, l'endroit était idéal. Martha Cannon, surnommée Patty par ceux qui la connaissaient, arriva dans ces contrées de frontalières vers 1790. Les dossiers judiciaires suggèrent qu'elle serait née vers 1760, peut-être sous le nom de Lucretia Patricia Hanley, bien qu'elle ait volontairement gardé floue ses origines. Certains récits la situent née au Canada et immigrée au Delaware à l'âge de 16 ans. Ce qui est documenté, c'est son mariage avec Jesse Cannon, un fermier local propriétaire d'une terre près de la ligne d'État. Ensemble, ils eurent au moins une fille et menèrent ce qui paraissait être une existence rurale, sans histoire. Jesse Cannon était décrit par les voisins comme un homme discret qui vivait sur sa petite ferme et cultivait tabac et maïs comme des dizaines d'autres colons de la région. La propriété des Cannon se trouvait sur un modeste terrain chevauchant la frontière Delaware-Maryland,
détail qui s'avéra crucial pour les activités criminelles ultérieures de Patty. La maison elle-même était une simple construction à 2 étages, typique de l'époque, aux murs épais en bois et petites fenêtres. Ce que les voisins ignoraient, c'était que cette demeure apparemment ordinaire allait bientôt abriter des pièces secrètes et des caches destinées à dissimuler des personnes kidnappées. Mais sous ce vernis de normalité se cachait quelque chose de bien plus sombre. Le début du 19e siècle marqua une période critique pour l'esclavage en Amérique. Quand le Congrès interdit l'importation d'esclaves d'Afrique en 1808, la demande de main-d'œuvre humaine dans les champs de coton en expansion de l'Alabama, du Mississippi et de la Géorgie créa un marché intérieur lucratif. Un esclave adulte en bonne santé, qui valait peut-être 300 $ avant l'interdiction, se vendait désormais plus de 1000 $ dans le Sud profond. Cette flambée des prix incita fortement les criminels prêts à tirer profit de la misère humaine. La transformation économique du Sud, après l'invention de la jean à coton, avait engendré une demande insatiable de travail asservi. La production de coton s'étendait rapidement sur les États côtiers du Golfe, et les planteurs étaient prêts à payer des prix élevés pour de la main-d'œuvre. L'interdiction légale d'importer des esclaves d'Afrique signifiait que la seule source de nouveaux esclaves était la population domestique, soit par accroissement naturel, soit par capture et réasservissement de personnes afro-américaines libres. La péninsule d'El Marva était particulièrement vulnérable à ces prédateurs. Après la guerre d'indépendance, beaucoup d'esclaves avaient été affranchis par leurs propriétaires, soit par loi d'émancipation graduelle, soit par actes individuels de manumission. Le Maryland et le Delaware comptèrent des populations substantielles d'Afro-Américains, libres, travaillant comme ouvriers, artisans et petits exploitants. Ces communautés, bien que légalement libres, vivaient dans une peur constante. Elles ne disposaient d'aucun protecteur puissant, avaient presque peu de recours juridiques, et leur disparition restait souvent non signalée ou non investiguée par les autorités blanches qui les considéraient comme inférieures. Le statut légal des Afro-Américains libres au début des années 1800 était précaire. Bien qu'ils ne fussent pas esclaves, ils possédaient peu des droits des citoyens blancs. Ils ne pouvaient généralement ni voter, ni siéger dans des jurys, ni témoigner contre des prévenus blancs devant la plupart des tribunaux. Leur liberté pouvait être contestée à tout moment et ils devaient porter des papiers prouvant leur statut. Pour des criminels comme Patty Cannon, ces vulnérabilités juridiques offraient des opportunités d'exploitation. C'est dans cet environnement qu'émergea Patty Cannon, femme qui démontrerait que le mal n'a pas de sexe. Les récits contemporains la décrivent comme une femme corpulente et physiquement imposante, dotée d'une force inhabituelle pour son genre. Elle mesurait près de 1,80 à une époque où la plupart des femmes dépassaient à peine 1,50. Elle possédait une présence intimidante. Sa voix était rapportée comme profonde et autoritaire, et elle avait la réputation d'explosion de violence lorsqu'on la contrariait. Son mari Jesse mourut dans des circonstances mystérieuses vers 1826. Certains affirmèrent plus tard qu'elle l'avait empoisonné, ce qui laissa veuve et maîtresse complète de la propriété familiale. À cette époque, elle avait déjà commencé à nouer les connexions criminelles qui feraient de son nom un synonyme de terreur. L'application de la loi était pratiquement inexistante dans cette zone rurale frontalière, et la maigre autorité en place était souvent corrompue ou simplement dépassée par l'ampleur des activités criminelles. La dynamique sociale de la région favorisait également les entreprises illégales. La population blanche était clairsemée et souvent transitoire, composée majoritairement de petits fermiers, d'ouvriers et de personnes cherchant à fuir leur passé. Il n'existait guère de cohésion communautaire et les voisins se mêlaient rarement des affaires d'autrui, quelle que soit leur suspicion quant aux activités du voisin. Cet isolement et cette indifférence allaient s'avérer cruciaux pour la capacité de Cannon à opérer longtemps sans être détecté. La transformation de Patty Cannon, de veuve de la frontière à chef d'un empire criminel, commença avec les mariages de sa fille, dans une dynamique qui déterminerait les 2 décennies suivantes.
Les maris successifs de la jeune femme furent tous deux des ravisseurs d'esclaves. Son premier époux, Henry Brayton, était forgeron et complétait ses revenus en capturant des Afro-Américains libres pour les vendre dans le Sud. En 1811, Brayton fut arrêté et emprisonné à Georgetown, Delaware, pour enlèvement, mais il réussit la même année à s'évader de la prison. Les activités criminelles de Brayton étaient connues depuis longtemps dans la communauté locale. En tant que forgeron, il avait des raisons légitimes de voyager dans la région pour ferrer des chevaux et réparer des outils. Cette mobilité offrait une couverture parfaite pour ses activités illégales. Il repérait des victimes potentielles lors de ses déplacements professionnels, notant quelle famille avait mis des adolescents ou de jeunes adultes susceptibles de rapporter gros sur les marchés esclavagistes du Sud. Les méthodes employées par les premiers ravisseurs comme Brayton étaient souvent rudimentaires mais efficaces. Ils comptaient sur la tromperie, la force écrasante et l'isolement de la vie rurale pour capturer leurs victimes. Une technique courante consistait à approcher des familles afro-américaines, libres, en leur proposant du travail dans des lieux éloignés. Des parents, désespérés d'offrir à leurs enfants des opportunités économiques, les laissaient parfois partir avec ces prétendus employeurs, pour découvrir trop tard qu'ils avaient signé leur arrêt de mort. C'est après son évasion que le premier meurtre documenté, lié à la famille de Cannon, eut lieu. Brayton, travaillant avec Patty Cannon et un autre criminel nommé Joseph Griffith, tendit une embuscade à un marchand d'esclaves, connu seulement sous le nom de Rigidel, à la taverne des Canons. Le plan était simple mais brutal. Enivrer la victime, le voler de son argent et de ses esclaves, puis éliminer le témoin. Les registres du tribunal montrent que Rigidel fut abattu et tué pendant le vol. Brayton et Griffith furent finalement capturés et pendus le 13 avril 1813, mais Patty Cannon échappa aux poursuites. Le meurtre de Rigidel marqua une escalade importante dans les activités criminelles centrées autour de la propriété Cannon. Avant cet incident, la famille se limitait surtout à faciliter les enlèvements et à offrir un refuge sûr aux criminels de passage dans la région. La volonté de commettre un meurtre pour le profit démontrait un niveau de cruauté qui allait caractériser toutes les activités futures de Cannon. Les journaux contemporains, relatant l'affaire Rigidel, décrivent des détails troublants. La victime voyageait dans la région avec une somme d'argent importante, estimée entre 3 000 et 5 000 $, destinée à l'achat d'esclaves sur les marchés locaux. Il s'était arrêté dans ce qu'il croyait être une auberge légitime pour se restaurer et se loger, sans se douter qu'il entrait dans un piège. Les conspirateurs l'avaient abreuvé d'alcool toute la soirée, attendant le bon moment pour frapper. Lorsque Rigidel monta enfin dans sa chambre, Brayton et Griffith le suivirent. Des voisins rapportèrent plus tard avoir entendu des cris, une lutte, puis un coup de feu. Au matin, Rigidel était mort, son argent disparu, ainsi que sa charrette et ses chevaux. Le corps fut enterré à la hâte sur la propriété, inaugurant une pratique régulière consistant à utiliser cet endroit isolé comme fosse commune pour leurs victimes. L'exécution du premier mari de sa fille ne dissuada nullement Patty Cannon. Au contraire, elle affina ses méthodes et renforça sa détermination à bâtir une organisation criminelle plus sophistiquée. La leçon qu'elle tira de la capture de Brayton n'était pas que le crime ne paie pas, mais que les criminels devaient être mieux organisés et plus prudents pour éviter d'être repérés. Lorsque sa fille se remaria, cette fois avec Joseph Johnson, Cannon trouva un partenaire encore plus précieux pour son entreprise criminelle. Johnson n'était pas un simple kidnappeur. C'était un homme d'affaires qui comprenait la logistique de la traite humaine à l'échelle régionale. Il possédait des connexions dans tout le Sud, une expérience du transport et, surtout, le capital nécessaire pour étendre leurs opérations au-delà des crimes opportunistes. Johnson apporta à leur partenariat une taverne située exactement sur la frontière entre le Delaware et le Maryland. Cet établissement, bientôt connu sous le nom de Joe Johnson's Tavern, était si stratégiquement placé que certaines pièces se trouvaient littéralement dans des états différents.
Cet avantage géographique leur permettait de déplacer les victimes kidnappées d'une juridiction à l'autre afin de semer la confusion parmi les autorités. Lorsque les agents du Delaware arrivaient avec des mandats, les suspects pouvaient simplement passer dans la partie du bâtiment située dans le Maryland et prétendre à l'immunité. La taverne remplissait plusieurs fonctions dans leur empire criminel en expansion. C'était une entreprise légitime servant de couverture, générant des revenus et justifiant le va-et-vient constant de voyageurs et de chariots. Elle servait aussi de centre de détention pour les captifs en attente de transport vers le sud, avec des pièces et caves cachées spécialement construites pour dissimuler la marchandise humaine. Enfin, c'était un lieu de réunion pour le réseau de criminels travaillant pour eux, un terrain neutre où les plans étaient établis et les profits partagés. La disposition physique de la taverne reflétait cette polyvalence. Le rez-de-chaussée paraissait parfaitement normal. Salle commune, bar, chambre pour voyageurs. Mais sous le bâtiment s'étendait un réseau de caves et de tunnels conçus pour cacher les personnes enlevées. Ces espaces souterrains, accessibles par des entrées dissimulées, étaient faits pour étouffer les sons et empêcher toute fuite. Des anneaux de fer fixés aux murs de pierre servaient d'ancrage aux chaînes, tandis que de petits conduits d'aération empêchaient les prisonniers de suffoquer pendant les longues périodes d'enfermement. La bande réunie autour de Cannon et Johnson était remarquablement diverse pour l'époque. Elle comprenait des criminels blancs comme Henry Carr, des métis jouant les appâts comme John Pernell, qui utilisait plusieurs alias, et même des esclaves forcés de participer à la capture d'autres personnes. Cette composition multiraciale était stratégique. Les membres afro-américains pouvaient approcher des victimes potentielles sans éveiller immédiatement les soupçons, tandis que les membres blancs négociaient là les ventes avec les acheteurs du Sud profond. John Pernell, décrit dans les archives judiciaires comme un « homme jaune » ou « mulâtre », était particulièrement précieux. Son ascendance mixte lui permettait de circuler aisément entre les communautés blanches et noires. Il possédait plusieurs identités et pouvait se présenter tantôt comme un homme libre de couleur cherchant du travail, tantôt comme un blanc à peau claire faisant des affaires, selon la situation. Cette capacité caméléon faisait de lui un éclaireur idéal pour repérer les victimes potentielles et établir le premier contact. Au fil des années 1820, l'opération Cannon-Johnson prit une ampleur considérable. Leur réseau s'étendait de la Pennsylvanie à la Louisiane, avec des liens documentés jusqu'en Alabama, au Mississippi et en Géorgie. Le maire de Philadelphie, Joseph Watson, un Quaker profondément engagé dans la protection des Afro-Américains libres, commença à enquêter sur les disparitions de citoyens de sa ville et les relia à la péninsule de Delmarva. Ces investigations révélèrent l'ampleur terrifiante de l'organisation. Rien qu'en 1825, il documenta des dizaines d'enlèvements liés au gang Cannon. Les victimes n'étaient pas choisies au hasard. Elles étaient sélectionnées pour leur vulnérabilité. Les jeunes adultes se vendaient de le mieux sur les marchés du Sud, mais les enfants avaient aussi une grande valeur. Ils pouvaient être formés à des tâches spécifiques et représentaient des décennies de travail. Le caractère systématique de ces enlèvements montrait un degré d'organisation bien supérieur à celui d'un crime opportuniste. La bande tenait des renseignements détaillés sur les cibles potentielles. Quelles familles étaient en difficulté? Quels jeunes avaient récemment perdu leur emploi, qui pourraient être tentés par une offre de travail lointaine? L'un des récits les plus détaillés vient de Lydia Smith, une femme libre de 25 ans kidnappée en 1825. Son témoignage, conservé dans les archives judiciaires, raconte qu'elle fut d'abord détenue dans la maison des Canons, puis transférée à la taverne Johnson, où elle resta enchaînée pendant 5 mois. Smith se souvenait de la peur constante, du manque de nourriture et du savoir qu'elle devait bientôt être envoyée vers le sud avec un grand groupe d'autres captifs. Seul son sauvetage par le réseau de Watson la sauva d'une vie d'esclavage. Le récit de Smith fournit des détails essentiels sur les conditions endurées par les victimes du gang Cannon. Elle décrivit avoir été capturée alors qu'elle marchait seule près de Philadelphie
maîtrisé par plusieurs assaillants et transporté en charrette jusqu'à la frontière du Delaware et du Maryland. Le voyage dura plusieurs jours, durant lesquels elle fut gardée les yeux bandés et enchaînée. À son arrivée sur la propriété Cannon, elle fut placée dans une pièce cachée sous la maison principale où elle découvrit qu'elle n'était pas seule. Les zones souterraines, selon son témoignage, contenaient parfois des dizaines d'autres captifs, hommes, femmes et enfants, séparés par sexe, tous enchaînés. Les conditions étaient volontairement atroces, nourriture insuffisante, absence totale d'hygiène, obscurité constante, sauf lors des repas. La torture psychologique était aussi cruelle que les souffrances physiques, car les captifs savaient qu'ils allaient y être vendus pour une vie entière d'esclavage. Smith décrivit aussi les méthodes du gang pour traiter leur cargaison humaine. Les victimes étaient systématiquement dépouillées de tout document prouvant leur liberté et leurs effets personnels qui auraient même pu permettre de les identifier étaient détruits. Ils reçurent de nouveaux noms et de fausses identités destinés à appuyer leur vente comme esclaves légitimes. Ceux qui résistaient ou tentaient de conserver leur véritable identité étaient battus jusqu'à ce qu'ils obéissent. Les activités du gang étaient un secret de polichinelle dans la communauté locale. Les voisins savaient donc que des gens disparaissaient près de la propriété Cannon, que des chariots arrivaient à des heures inhabituelles et que la taverne de Johnson accueillait des réunions suspectes. Mais les victimes étaient des Afro-Américains, et dans une société où leurs paroles valaient peu face à celles de criminels blancs, leur disparition n'éveillait de guère d'intérêt. Les forces de l'ordre local, quand elles existaient, montraient peu d'empressement à enquêter sur des crimes commis contre des personnes qu'elles considéraient comme naturellement suspectes. La complicité de la communauté blanche locale dépassait largement l'indifférence. Certains voisins soutenaient activement l'entreprise criminelle, que ce soit par leur participation directe ou en fournissant des informations sur de potentielles victimes. Des commerçants locaux approvisionnaient le gang sans poser de questions sur l'origine de leur paiement. Même certains représentants de la loi étaient soupçonnés d'accepter des pots de vin pour fermer les yeux lorsque des activités suspectes étaient signalées. Cette indifférence changea seulement lorsque des victimes blanches furent impliquées. Le gang ne se contentait pas d'enlever des Afro-Américains libres. Il volait et assassinait aussi des marchands d'esclaves blancs transportant d'importantes sommes d'argent. Ces victimes étaient des hommes blancs exerçant un commerce légal, et leurs disparitions attirèrent une attention que celle des victimes noires n'avaient jamais suscitée. Le premier cas documenté remonte vers 1820, lorsqu'un négociant d'esclaves, originaire de Géorgie, nommé Bell ou Miller, disparut en traversant la région. Il transportait une somme importante. Certains vendaient de 35 000 $, destinés à l'achat d'esclaves. On le vit pour la dernière fois dans l'établissement de Cannon, et son cheval fut ensuite retrouvé en sa possession. Interrogé, Cannon affirma que l'homme avait pris la mer vers le sud avec une cargaison d'esclaves, mais cette histoire fut jugée invraisemblable. La disparition du marchand géorgien marqua le début d'un schéma qui mènerait à la chute du gang. Contrairement aux victimes afro-américaines, les marchands d'esclaves disparus avaient des partenaires d'affaires et des bailleurs de fonds qui exigeaient des enquêtes. Ces hommes transportaient d'importantes sommes et suivaient des itinéraires précis, rendant leur disparition difficile à ignorer. La méthode de Cannon pour traiter ses victimes était brutale. Les marchands étaient invités à la taverne sous prétexte d'affaires légitimes. On les enivrait, on les poussait à parler de leurs finances et de leurs projets. Puis, quand l'occasion se présentait, on les assassinait, on les enterrait sur place, et leur argent, ainsi que les esclaves qu'ils transportaient, étaient absorbés dans les opérations du gang. Les profits de ces meurtres étaient considérables. Un seul marchand pouvait rapporter assez pour financer des mois d'activité. Vers le milieu des années 1820, la pression s'intensifia. Le maire Watson de Philadelphie offrit d'importantes récompenses pour toute information menant à des arrestations, et le gouverneur, John Andrew Schulz,
coordonnait des enquêtes inter-États. Ces investigations mirent au jour non pas des crimes isolés, mais un réseau organisé actif depuis plus d'une décennie. La récompense de 500 $ promise par Watson, somme énorme pour l'époque, incita plusieurs témoins à parler, d'anciens complices mécontents, des victimes échappées, ou encore des habitants ayant jusque-là gardé le silence. Le gang répondit à cette pression par la violence. Au lieu de réduire leurs activités, ils commencèrent à éliminer plus brutalement les témoins potentiels. Cette stratégie précipita leur perte. Leurs victimes furent désormais des personnes dont la disparition ne pouvait plus passer inaperçue. L'escalade de violence reflétait la paranoïa grandissante de Patty Cannon. Son empire criminel générait des profits estimés à plus de 50 000 $ par an, une fortune pour le 19e siècle. Mais ce succès attira l'attention des autorités, et Cannon devint convaincu que ses anciens associés représentaient une menace mortelle. La figure décisive dans la chute du gang fut un jeune métis nommé Cyrus James. Cannon l'avait acheté comme esclave à l'âge de 7 ans et l'avait élevé chez elle. Devenu adolescent, James fut forcé de participer aux activités du gang, servant d'appât pour attirer d'autres Afro-Américains dans des pièges. Son savoir intime du fonctionnement du groupe, combiné à son dégoût croissant pour la violence qu'il voyait, fit de lui à la fois un atout et un danger. La relation entre James et Cannon était tragiquement complexe. Enfant esclave, il n'avait aucun choix, mais en grandissant, il comprit l'horreur de ses actes. Il aidait à détruire la vie de personnes qui lui ressemblaient, partageait dès son origine et sa vulnérabilité. Ce conflit intérieur le poussa finalement à coopérer avec les autorités, au péril de sa vie. Cannon usait d'une manipulation psychologique cruelle pour le garder sous contrôle, alternant entre faveurs et menaces de violence ou de vente à des maîtres brutaux du Sud profond. Elle le lui avait fait croire que sa survie dépendait d'elle seule et qu'une trahison signerait sa mort immédiate. Cette combinaison de dépendance et de terreur le maintint loyal pendant des années. James témoigna plus tard avoir vu Cannon assassiner plusieurs enfants sur sa propriété. Dans un récit particulièrement horrible, il raconta l'avoir vu porter un enfant afro-américain blessé dans son tablier. Un enfant qui ne revint jamais. Il savait où les corps étaient enterrés, car il avait été forcé d'aider à les dissimuler. Ces meurtres n'étaient pas des actes impulsifs, mais des décisions calculées, selon le risque et le profit. Les enfants malades étaient tués plutôt que soignés, les jeunes rebelles exécutés, et même les nourrissons jugés inutiles, éliminés. La fin du gang commença avec leur rivalité dans le commerce d'esclaves illégal. Pour éliminer la concurrence, Cannon faisait assassiner les autres trafiquants et volait leur argent, ainsi que leurs cargaisons humaines. Mais ce choix se retourna contre elle. Au début de 1829, tout s'effondra. Un fermier louant une parcelle de terre appartenant à Cannon découvrit, en labourant, une fosse contenant un coffre rempli d'ossements humains, identifiés plus tard comme ceux du marchand d'esclaves géorgien, disparu 10 ans plus tôt. Cette découverte provoqua une fouille systématique de la propriété qui mit au jour plusieurs autres sépultures. Le fermier, qui travaillait une terre louée par Cannon pour arrondir ses revenus, venait de révéler la vérité cachée depuis des années. La région avait auparavant été inutilisée parce qu'elle était sujette aux inondations, mais la récente période de sécheresse l'avait rendue propice à la culture. Lorsque le cheval de labour du fermier s'enfonça soudainement dans le sol, il pensa d'abord avoir rencontré une dépression naturelle, ou peut-être un vieux puits. Ce n'est qu'en creusant pour libérer son cheval qu'il réalisa qu'il venait de tomber sur quelque chose de bien plus sinistre. Le coffre en bois, contenant les ossements, était remarquablement bien conservé, ce qui laissait penser qu'il avait été enterré relativement récemment, malgré la présence de restes vieux de plusieurs décennies. Le coffre semblait avoir été spécialement construit pour dissimuler un corps, avec des dimensions correspondant précisément à une forme humaine. Ce niveau de préparation indiquait que l'enterrement n'était pas une tentative hâtive de cacher un crime, mais faisait partie d'une méthode systématique d'élimination des corps, perfectionnée au fil des années. La découverte du premier corps
au début de l'année 1829, déclencha une série d'événements qui allaient finalement mettre fin à l'empire criminel de Patty Cannon. Les autorités du Delaware, travaillant avec leurs homologues du Maryland, obtinrent des mandats de perquisition et lancèrent une enquête approfondie sur toutes les propriétés liées au gang Cannon-Johnson. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires attentes. L'enquête fut dirigée par le shérif Joseph Houston du comté de Sussex, Delaware, en coordination avec les autorités du Maryland et des représentants du gouverneur de Pennsylvanie. Cette coopération entre plusieurs juridictions était sans précédent à l'époque et reflétait la prise de conscience croissante que les activités du gang s'étendaient au-delà des frontières des États et nécessitaient une réponse coordonnée. Les mandats délivrés étaient fournis d'une ampleur exceptionnelle, autorisant les fouilles de toute zone suspecte sur les propriétés de Cannon. Cette autorisation légale protégeait les enquêteurs contre toute accusation d'intrusion illégale. Elle permettait également que toute preuve découverte soit utilisée dans des poursuites à travers plusieurs États, comblant ainsi les failles juridiques que le gang exploitait depuis des années. Le 3 avril 1829, Cyrus James fut capturé dans le Delaware. Les circonstances exactes de son arrestation restent floues, mais les registres judiciaires indiquent qu'il tentait de fuir la région lorsqu'il fut appréhendé. Confronté à des preuves accablantes et à la perspective d'une exécution, ce jeune homme, forcé dès l'enfance à une vie de crime, prit une décision fatidique, coopérer avec les autorités et révéler tout ce qu'il savait sur les activités de Patty Cannon. Sa décision ne fut pas prise à la légère. James savait que son témoignage pourrait entraîner sa propre condamnation pour les crimes qu'il avait été contraint de commettre. Mais il comprit aussi que se taire reviendrait à protéger la femme qui l'avait réduit en esclavage et l'avait forcé à participer à la destruction de nombreuses vies. Sa coopération représentait non seulement une stratégie juridique, mais aussi un choix moral, celui de briser enfin l'emprise psychologique que Cannon exerçait sur lui depuis des années. Le témoignage de James fut dévastateur. Devant un juge de paix à Seaford, Delaware, il donna des récits détaillés de meurtres s'étalant sur près d'une décennie. Il raconta que Joseph Johnson, son frère Ebenezer Johnson et Patty Cannon avaient abattu un marchand d'esclaves de Géorgie pendant qu'il dînait chez Cannon, puis avaient transporté le corps dans un coffre en bois pour l'enterrer sur la propriété. Mais ce n'était que le début de ces révélations. Le niveau de détail dans ces déclarations était extraordinaire. James décrivit non seulement des crimes individuels, mais aussi les méthodes systématiques employées par le gang pendant des années. Il connaissait l'emplacement des fosses, l'identité d'autres membres, les routes utilisées pour transporter les personnes enlevées, et le réseau d'acheteurs et de vendeurs s'étendant sur plusieurs États. Suivant ces indications, les autorités commencèrent à fouiller méthodiquement la propriété Cannon. Dans un jardin, ils découvrirent le corps d'un jeune enfant métis. Selon James, cet enfant avait été réduit en esclavage par Cannon avec sa mère. Cannon aurait tué l'enfant parce qu'elle soupçonnait que le père était blanc, peut-être un membre de sa propre famille. Le sort de la mère demeure inconnu, laissant planer l'horrible possibilité qu'elle aussi ait été assassinée. La découverte du corps de l'enfant choqua profondément les enquêteurs. Cela montrait jusqu'où pouvait aller la cruauté de Cannon. Ce n'était ni une victime d'enlèvement, ni un criminel rival, mais un enfant né sous son toit, vivant sous son contrôle. Le meurtre semblait motivé uniquement par la paranoïa raciste de Cannon et sa peur qu'un enfant métis puisse menacer ses affaires. D'autres fouilles mirent au jour 2 autres coffres en bois contenant des ossements humains. James identifia l'un comme appartenant à un autre enfant battu à mort par Cannon à coups de bâton, et l'autre comme ceux d'un adulte que le gang croyait libre et possédant des biens à voler. La nature systématique de ces meurtres dépeignait Cannon non comme une simple criminelle, mais comme une tueuse en série opérant en toute impunité pendant des années. Protégée par l'isolement de sa région, l'indifférence des autorités envers les crimes commis contre les Afro-Américains et un réseau de complices profitant de ces crimes. Les preuves de matériel,
découvertes lors des fouilles, confirmèrent en détail le témoignage de James. Les coffres présentaient des similitudes de fabrication, suggérant une production délibérée pour dissimuler des victimes. L'emplacement des tombes suivait un schéma méthodique et les restes indiquaient que certaines victimes avaient peut-être été enterrées vivantes. À mesure que la nouvelle se répandait, d'autres témoins sortirent du silence. Des habitants qui avaient vécu dans la peur de canons pendant des années trouvèrent enfin le courage de parler. Leurs témoignages révélèrent d'autres victimes et confirmèrent les récits de James. Parmi eux se trouvait Thomas Freeman, un homme noir libre approché par le gang en 1827, mais qui avait réussi à s'échapper. Freeman expliqua qu'on lui avait proposé un emploi en Géorgie, avec de bons salaires et un transport gratuit. Tout paraissait légitime jusqu'à ce qu'il commence à remarquer des incohérences dans les propos de ses compagnons de route. Méfiant, il profita d'une halte pour s'enfuir et passa plusieurs jours caché dans les bois avant de rejoindre Philadelphie. Son témoignage révéla les méthodes de recrutement du gang, fondées sur la tromperie et la manipulation. L'enquête s'élargit au-delà du Delaware. Les autorités du Maryland examinèrent les propriétés du gang, tandis que celles de Pennsylvanie s'efforçaient de documenter toute l'étendue du réseau d'enlèvement. Et alors qu'on pensait avoir tout découvert, l'horreur du comté de Sussex prit une nouvelle dimension. Si cette histoire vous a donné des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Appuyez sur « J'aime » pour soutenir notre travail et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passera ensuite dans le dernier chapitre du règne de terreur de Patty Cannon. La coopération entre les différentes juridictions marqua une nouvelle approche du maintien de l'ordre, qui deviendrait plus tard la norme. Pour la première fois, les autorités traitaient le gang Cannon pour ce qu'il était réellement, une conspiration criminelle interétatique nécessitant une réponse au niveau fédéral. Cette reconnaissance entraîna l'implication de responsables venus de Washington, D.C., marquant les débuts d'efforts coordonnés qui allaient plus tard inspirer la lutte fédérale contre le crime organisé. Le 13 avril 1829, un grand jury composé de 24 hommes blancs du Delaware inculpa Martha Patty Cannon de 4 chefs de meurtre. Ces accusations, signées par James Rogers, procureur général du Delaware, représentaient la première fois qu'un membre du tristement célèbre gang faisait face à de véritables conséquences judiciaires pour ses crimes contre les Afro-Américains. La composition du grand jury elle-même fut significative pour l'époque. Les 24 membres étaient tous des hommes blancs, comme l'exigeait la loi du Delaware, mais ils représentaient un véritable échantillon de la population de l'État, fermiers, commerçants et professionnels. Le fait que ce jury accepte d'inculper une femme blanche pour le meurtre d'Afro-Américains marqua un tournant notable dans l'attitude du système judiciaire, motivé en grande partie par les preuves accablantes présentées et par la dimension interétatique des crimes. Les actes d'accusation étaient d'une précision remarquable pour l'époque. Patty Cannon fut inculpée du meurtre d'une fillette le 26 avril 1822, d'un petit garçon à la même date, d'un homme adulte le 1er octobre 1820 et d'un garçon noir le 1er juin 1824. Chaque chef d'accusation était passible de la peine de mort et les preuves contre elle étaient écrasantes. Cette précision reflétait la rigueur de l'enquête menée par les autorités. Contrairement à de nombreuses affaires criminelles du XIXe siècle, souvent fondées sur des témoignages indirects, le dossier Cannon reposait sur des preuves matérielles, plusieurs témoins concordants et des aveux détaillés provenant d'un complice ayant une connaissance intime des crimes. Cette combinaison d'éléments rendait la défense presque impossible. Le témoignage de Cyrus James constituait l'épine dorsale du dossier de l'accusation. Sa connaissance approfondie des opérations du gang, associée à sa capacité de guider les autorités vers les sites d'inhumation, fit de lui le témoin le plus précieux de toute l'histoire judiciaire du Delaware. Le jeune homme, forcé dans le crime dès l'enfance, détenait désormais le pouvoir de rendre justice à la femme qui avait terrorisé la région pendant des décennies.
L'accusation était dirigée par le procureur général James Rogers, réputé pour sa maîtrise des affaires criminelles complexes dans tout l'État. Rogers comprenait que le procès Cannon représentait l'occasion de démontrer que la loi s'appliquait à tous les citoyens, quelle que soit leur race ou leur condition sociale. Il savait aussi qu'une condamnation enverrait un message fort à d'autres organisations criminelles actives dans la région. Mais Patty Cannon demeurait une figure difficile à cerner, même pour ses contemporains. Les journaux la décrivaient comme une femme grande et physiquement imposante, inspirant à la fois la peur et le respect, même parmi les criminels endurcis. Âgée d'environ 70 ans, elle restait vive d'esprit et défiant toute autorité, ne montrant aucun remords, même face à des preuves irréfutables. Les descriptions de son emprisonnement dressent le portrait d'une criminelle impénitente, véritablement déconcertée par les procédures judiciaires engagées contre elle. Elle considérait apparemment ses actions comme des affaires légitimes et se disait stupéfaite que les autorités la poursuivent pour des crimes commis contre des personnes qu'elle ne voyait pas comme des êtres humains, mais comme de simples propriétés. Les conditions de sa détention à la prison du comté de Sussex, à Georgetown, Delaware, reflétaient à la fois la gravité de ses crimes et le caractère exceptionnel d'une femme accusée de multiples meurtres. Elle y était surveillée en permanence, les autorités craignant aussi bien une tentative d'évasion qu'une vengeance de la part des anciens membres du gang. La prison de Georgetown, bâtie au début des années 1800, n'était qu'une structure rudimentaire de pierre destinée à des petits délinquants ou débiteurs. Elle n'avait pas été conçue pour accueillir une criminelle aussi dangereuse, et il fallut renforcer sa cellule avec des barres de fer et des verrous supplémentaires, tout en postant des gardes supplémentaires. Durant son incarcération, Cannon se mit à parler plus librement de sa carrière criminelle. D'après des récits contemporains, elle aurait avoué avoir tué au moins 2 douzaines de personnes au cours de sa vie. Parmi ses victimes ne figuraient en pas seulement les Afro-Américains retrouvés enterrés sur sa propriété, mais aussi des trafiquants rivaux, des témoins potentiels et quiconque représentait une menace pour ses activités. Ce qui glaça le plus les enquêteurs, ce fut le ton neutre et détaché de ses aveux. Elle évoquait les meurtres comme de simples nécessités commerciales, décrivant le meurtre d'enfants et d'adultes avec la même indifférence que si elle parlait de bétail. Son absence totale de conscience morale choqua même les agents les plus aguerris, pourtant familiers des pires violences de la frontière américaine. Ses confessions révélèrent des crimes s'étendant bien au-delà des inculpations initiales, des meurtres remontant au début des années 1810, des enlèvements impliquant des centaines de victimes et un réseau criminel s'étendant sur plusieurs États. Ces révélations confirmèrent les soupçons des enquêteurs. Les corps retrouvés sur sa propriété ne représentaient qu'une fraction des atrocités commises. La procédure judiciaire avança avec une rapidité inhabituelle pour l'époque. Les preuves accablantes, combinées à la pression publique pour obtenir justice, créèrent une dynamique en faveur d'un procès rapide. Les archives judiciaires indiquent que Cannon devait être jugé dans les semaines suivant son inculpation et qu'une exécution aurait suivi peu après, en cas de condamnation. La stratégie du procureur était simple: présenter les preuves matérielles, faire témoigner Cyrus James et d'autres témoins, et laisser le jury parvenir à la conclusion évidente que Cannon était coupable de multiples meurtres. La défense, pour sa part, ne pouvait plaider que la clémence en invoquant son âge et son sexe, mais peu croyaient qu'un tel argument trouverait écho face à l'horreur de ses crimes. Le procès devait commencer à la fin du mois de mai 1829, avec la sélection du jury prévue la semaine précédente. Des observateurs juridiques venus de toute la région étaient attendus. Le cas Cannon, représentant l'une des affaires criminelles les plus importantes de l'histoire du Delaware. Des journaux aussi éloignés que ceux de Philadelphie et de Baltimore prévoyaient une couverture complète de l'événement. Mais le procès de Patty Cannon n'eut jamais lieu. Le 11 mai 1829, environ 3 semaines avant la date prévue de son exécution, les gardiens de la prison
la retrouvèrent morte dans sa cellule. La cause officielle du décès fut un suicide par empoisonnement, bien que les circonstances exactes demeurent floues. Certains récits affirment qu'elle aurait été reçue de l'arsenic en contrebande par des sympathisants, d'autres qu'elle aurait accumulé des médicaments pendant des semaines. La découverte du corps provoqua un choc à Georgetown et dans toute la communauté. Les gardiens la trouvèrent gisant sur le sol de sa cellule, morte durant la nuit, sans trace de lutte ni d'effraction. On retrouva seulement une petite fiole dissimulée dans ses vêtements, contenant, selon les analyses, des résidus d'arsenic. Comment avait-elle obtenu le poison? La question resta sans réponse définitive. La sécurité des prisons de l'époque était rudimentaire, et les visiteurs n'étaient pas fouillés en profondeur. Il était donc possible qu'un sympathisant ait introduit le poison pendant une visite. Certains contemporains pensaient qu'elle avait planifié son suicide dès son arrestation, consciente du sort qui l'attendait si elle était condamnée. Plutôt que d'affronter la honte publique de l'exécution, elle préféra mourir à sa manière, conservant le contrôle de son destin jusqu'à la fin. Sa mort priva les familles des victimes de la satisfaction de voir la justice rendue, mais elle mit fin à l'un des réseaux criminels les plus organisés de l'Amérique du début du XIXe siècle. Les registres judiciaires montrent que la mort de Cannon mit un terme définitif au chemin de fer souterrain inversé, qui avait opéré sur la péninsule de Delmarva pendant près de 20 ans. Les semaines qui suivirent furent chaotiques. Les autorités, qui s'étaient préparées à ce qui devait être le plus grand procès criminel de l'histoire du Delaware, se retrouvèrent face à des zones d'ombre concernant toute l'étendue du réseau. L'enquête se poursuivit pendant plusieurs mois, mais sans le témoignage de Cannon, de nombreux détails restèrent obscurs. Quant à ses complices survivants, leur destin divergea. Joseph Johnson, son gendre et principal partenaire, s'enfuit vers l'Alabama ou le Mississippi avant le début des investigations. Son frère Ebenezer prit également la fuite vers le sud profond, où ils poursuivirent vraisemblablement leurs activités criminelles, loin de la portée des autorités du Delaware. Les forces de l'ordre local tentèrent de les poursuivre, mais leurs efforts restèrent à moitié engagés. Les complications liées aux juridictions et les vastes distances rendaient toute poursuite efficace improbable. Seul Cyrus James, le jeune garçon asservi contraint de participer au crime, resta pour affronter la justice. Sa coopération avec les autorités aboutit finalement à sa libération plutôt qu'à son exécution. Les tribunaux du Delaware, reconnaissant que James avait été contraint de participer aux activités du gang et que son témoignage avait été crucial pour dévoiler les crimes, lui accordèrent sa liberté et une protection contre d'éventuelles représailles. Le sort de James après le procès fut l'un des rares aspects positifs de cette tragédie. Il fut relogé en Pennsylvanie où des abolitionnistes l'aidèrent à se créer une nouvelle identité et à entamer une vie légitime. Certains récits suggèrent qu'il s'impliqua plus tard dans le chemin de fer clandestin, utilisant ses connaissances des réseaux criminels pour aider à libérer des esclaves en fuite. L'enquête révéla que le gang Cannon Johnson avait été responsable de l'enlèvement de centaines d'Afro-Américains libres au cours de ses activités. Bien que les chiffres exacts restent contestés, des estimations prudentes indiquent qu'entre 500 et 1000 personnes sont réduites en esclavage dans le sud profond. La valeur économique de ces crimes, calculée à partir du prix des esclaves sur les marchés du Sud, représentait aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Le coût humain dépassait de loin les simples statistiques. Chaque enlèvement signifiait la destruction d'une famille, le vol d'une vie et la perpétuation d'un système traitant les êtres humains comme des biens. De nombreuses victimes ne furent donc jamais retrouvées et vécurent sous le joug de l'esclavage à des centaines de kilomètres de leur foyer. Les enfants étaient séparés de leurs parents, les conjoints les uns des autres, et des communautés entières vivaient dans la peur de nouvelles attaques similaires. L'ampleur géographique des activités du gang était également stupéfiante. Les preuves recueillies montraient donc des liens avec des réseaux criminels opérant de New York à la Louisiane. Le gang Cannon faisait partie d'un système plus vaste de trafic humain illégal,
exploitant la confusion juridique et les capacités limitées des forces de l'ordre au début du XIXe siècle. Le corps de Patty Cannon fut initialement enterré dans le cimetière de la prison de Georgetown où elle mourut. L'enterrement se fit sans cérémonie, reflétant le désir de la communauté d'oublier les horreurs liées à son nom. Lorsque ce terrain fut ultérieurement transformé en parking au XXe siècle, ses restes furent déplacés dans un cimetière communal près de la nouvelle prison. Dans un tournant macabre révélateur de l'attitude sensationnaliste envers ses crimes, son crâne fut séparé du reste de ses os et exposé dans divers lieux au fil des années. Aussi récemment qu'en 1961, il était prêté à la bibliothèque publique de Dover, servant de rappel morbide d'un des chapitres les plus sombres du Delaware. Ce traitement, bien que choquant pour nos standards modernes, reflétait la fascination continue du public pour ses crimes et le désir de se souvenir des horreurs qu'elle avait commises. L'héritage de Patty Cannon dépasse largement ses crimes individuels. Son histoire illustre la violence systématique qui sous-tendait l'esclavage américain, la vulnérabilité des Afro-Américains, libres durant la période antebellum, et la manière dont les failles géographiques et juridiques pouvaient être exploitées par des criminels sophistiqués. Le chemin de fer souterrain inversé qu'elle dirigeait représentait l'image sombre de ces réseaux qui aidaient les esclaves à s'échapper. Il rappelle qu'à chaque récit de libération, il existait d'innombrables autres de réesclavage et de mort. Les historiens modernes continuent d'étudier l'affaire Cannon, comme exemple de la manière dont les entreprises criminelles pouvaient prospérer dans les interstices des juridictions légales. Sa capacité à opérer pendant près de 2 décennies, malgré la connaissance des communautés locales, démontre la combinaison de racisme, de limitations légales et d'incitations économiques qui permettaient à de telles horreurs de perdurer. L'affaire mit également en lumière les limites des forces de l'ordre du début du XIXe siècle. Manque de coordination entre juridictions, absence de police professionnelle et communication limitée contribuaient toutes à la liberté d'action du gang. Ces leçons informèrent plus tard le développement de stratégies plus efficaces pour lutter contre le crime interétatique. L'impact sur la communauté locale fut profond et durable. La zone autour de Johnson's Crossroads ne se remit jamais complètement de son association avec le gang Cannon. Le nom fut finalement changé en Reliance pour échapper à l'infamie, mais le stigmate persista pendant des générations. Les valeurs foncières restèrent basses pendant des décennies, et de nombreuses familles choisirent de déménager plutôt que de rester dans un lieu associé à de telles horreurs. L'affaire Cannon eut aussi des implications plus larges sur la perception de la race et du crime dans la société américaine. La volonté des autorités de poursuivre enfin ces crimes, bien que les victimes fussent principalement afro-américaines, marqua un petit mais significatif changement d'attitude juridique. Ce changement, limité et temporaire, représentait la reconnaissance que tous les individus, quelle que soit leur race, méritaient une protection légale. La documentation et l'enquête sur les crimes de Cannon contribuèrent également au mouvement abolitionniste grandissant. Le caractère systématique du réseau d'enlèvement et la facilité avec laquelle des Afro-Américains libres pouvaient être réduits en esclavage fournissaient des preuves puissantes pour les abolitionnistes, démontrant que l'ensemble du système esclavagiste était intrinsèquement corrompu et dangereux. Dans les décennies qui suivirent sa mort, l'histoire de Cannon entra dans le folklore régional, bien que les détails furent souvent déformés ou sensationnalisés. De nombreux livres, brochures et articles de journaux relatèrent ses crimes, mêlant faits et fiction, rendant difficile la distinction entre vérité historique et légende. Le plus célèbre fut le roman de George Alfred Townsend, The Untailed Hat, publié en 1884, utilisant l'histoire de Cannon comme base pour un récit mélodramatique sur le crime en frontière. Le site de la maison originale de Cannon resta une source de fascination morbide pendant des décennies. Les visiteurs venaient y voir le lieu des crimes, et les habitants mirent en place une petite industrie de guides et de souvenirs. La maison fut finalement détruite en 1948, mais le site continua d'attirer des curieux
jusque dans l'ère moderne. Cette histoire montre à quel point la société peut fermer les yeux sur la violence systématique lorsque les victimes sont perçues comme moins qu'humaines. L'indifférence qui permit à Patty Cannon d'agir pendant des décennies ne fut surmontée que lorsque ces crimes s'étendirent à des victimes blanches dont la disparition ne pouvait plus être ignorée. Le système juridique qui avait échoué à protéger les Afro-Américains libres contre les enlèvements et les meurtres fut le même qui poursuivit Cannon seulement lorsqu'elle menaça les intérêts des trafiquants d'esclaves blancs. L'affaire Cannon rappelle de manière frappante la capacité humaine au mal et l'importance d'une application vigilante de la loi et de la responsabilité communautaire. Elle démontre comment les entreprises criminelles peuvent prospérer là où la société ne protège pas ses membres les plus vulnérables. Surtout, elle préserve la mémoire de centaines de victimes dont les noms sont largement oubliés, mais dont la souffrance ne doit jamais être minimisée ou ignorée. Que penses-tu de cette illégiante histoire? Crois-tu que toute l'étendue de son réseau criminel ait été révélée? Les preuves suggèrent que le gang de Patty Cannon faisait partie d'un système de trafic humain beaucoup plus vaste, bien au-delà de la frontière Delaware-Maryland. De nombreuses questions restent sans réponse concernant l'ampleur réelle de leurs activités et le sort de leurs victimes. Laisse ton commentaire ci-dessous et partage tes réflexions sur ce sombre chapitre de l'histoire américaine. Si tu as aimé cette idée d'histoire et veux d'autres récits horribles du passé caché des États-Unis, abonne-toi, active la cloche de notification et partage-la avec quelqu'un qui adore les mystères liés aux crimes oubliés de notre nation. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous explorerons une autre histoire vraie terrifiante des ombres de l'histoire américaine.